Alors, comme la précédente vidéo, je dis qu'il faut jamais dire jamais, mais normalement je n'ouvrirai plus d'entreprise. La précédente c'était sur pourquoi ne pas ouvrir en France, et celle-ci ça sera pourquoi ne pas ouvrir de commerce. Alors, j'ai découvert malgré moi la différence entre les tableaux comptables et la réalité. Alors, je te parle pas des business plans que te vendent les comptables, parce que alors, eux, c'est comme les vendeurs de coaching machin sur YouTube. Ils te font miroiter plein de trucs, tu verras, t'as un tableau comptable avec 1 million d'euros de chiffre d'affaires. C'est juste pour que tu règles leurs honoraires comptables, puis derrière tu fais 3 euros de chiffre d'affaires. Bon, ça, c'est pas ça que je voulais parler, dont je voulais parler. En fait, il y a deux idées générales pour monter une entreprise. Soit tu crées et tu développes de zéro, mais tu as du mal à trouver des clients, et de toute façon, tu devras investir en temps et en prospection ce que tu n'investis pas en fonds de commerce. Donc ça sera en fait quasiment le même coût au final. Même si certains disent qu'ils ont bien réussi, c'est pas toujours. Souvent, quand tu compares, c'est à peu près le même coût porté à la fin pour l'entreprise. Et donc, tes chances d'échec sont importantes puisque tu pars de zéro. Mais alors après, si tu réussis, bah c'est bien. Enfin, en théorie, tu fais une belle plus-value. Mais l'État te tombe dessus avec l'ensemble des impôts, surtout l'impôt à la revente en fait. Donc l'intégralité de ta vente de commerce est considérée comme un bénéfice puisque tu es parti à zéro. Donc pour eux, c'est du bénéfice. Tu as 100% de bénéfice. Tu pars à zéro, tu finis avec 100 000 euros de chiffre d'affaires, tu le vends à 100 000 euros. L'État va dire bah, tu as fait 100 000 euros de plus-value. Alors que la deuxième solution, c'est de racheter une entreprise et de passer par le crédit bancaire. Et là, moi, je pensais avoir une idée de génie. Tu vois, j'avais la vingtaine, je me suis dit, tu passes en dessous des écrans radars de l'État. C'est une manière figurative d'exprimer les choses, mais vu que tu revends au même prix que tu achètes, si tu ne la développes pas trop, tu paieras aucun impôt. Donc c'est de la croissance interne personnelle. C'est un peu comme l'immobilier, hein, je vais vous expliquer. C'est non taxé, donc non grévé par l'État, grâce au levier bancaire. Ça me paraissait moins dangereux de racheter une entreprise en faisant un crédit, et donc de la maintenir, de la développer un petit peu s'il faut. Mais j'avais déjà l'expérience du commerçant qui me revend, et j'avais la clientèle en place. Et donc mon calcul posé sur un petit bout de papier, c'était simple, c'était l'achat d'un fonds de commerce nécessite environ un quart d'apport. Donc tu fais un dossier bancaire avec 20 à 30% d'apport, et le crédit bancaire, pour ceux qui ne savent pas, ça doit jamais dépasser 7 ans sur un rachat d'entreprise, jamais. Donc ça te fait d'énormes mensualités, mais c'est pour une raison évidente, c'est que tu travailles dans l'entreprise, donc l'entreprise a des marges plus importantes que l'immobilier. Si tu achètes un immobilier, tu mets un locataire, tu fais 5% par an, mais parce que c'est passif. Une entreprise, tu fais plutôt 15% par an parce que c'est actif, tu travailles à l'intérieur. Donc ça permet une culbute financière importante. Et donc le calcul était simple. Si j'apporte... Alors déjà, je contourne tout risque d'impôt et je fais une culbute de 4 parce que j'apporte un quart à l'entreprise et je la rembourse en 7 ans. Ça veut dire que tous les 7 ans, je fais x4 sur mon investissement. Ça fait à peu près 20 à 25% de rendement par an sur ton capital de départ. Donc c'était beaucoup mieux que l'immobilier à 3%, 5% par an. Et je me suis dit, c'est le jackpot, c'est le rêve. Parce que j'avais la vingtaine, tu vois, j'étais comme un fou, et je me disais, bon, si tu poses le calcul de secondes, tu te dis, ok, j'investis 25K, tu vois, dans une entreprise à 100K. Donc 25 000, 100 000, dans 7 ans, j'ai 100 000. Et 7 ans après, qu'est-ce que je fais ? Bah, je refais la même culbute. Je pose 100 000 et je repars avec 400K dans une boîte plus grosse. Et ainsi de suite. Donc je repars de nouveau avec une entreprise où je pose les 400K. Et combien je fais ? 1,6 million. Et après je redépose 1,6 million et je sors avec 6,4 millions. T'as des belles boîtes, hein, à plus d'1 million. T'as des locations de bateaux, t'as des bowling, t'as des boîtes de nuit, tu peux avoir des grands restaurants, t'as des belles choses, quoi. Donc, pour moi, dans ma tête, j'étais millionnaire avant 60 ans. Peut-être même avant 50 ans. Donc, c'est parce que le calcul, c'était x4 tous les 7 ans. Donc, tu démarres une petite boîte, c'est quand même au moins 100 000 balles, un truc correct, quoi, si tu veux gagner ta vie. Donc tu fallait poser 20-25 000 balles. Et donc, tu vois, x4 tous les 7 ans, 25 égale 100 000, 7 ans.
400 000, 14 ans. Donc on est à 1,6 million, 21 ans. Donc j'ai 1,6 million de patrimoine au bout de 21 ans. T'imagines, t'as commencé à 25, t'es allé 45, 46 ans. Tu recommences. Tu poses tes 1,6 million et tu pars avec 6,4 millions à combien? À 55 et quelques. Avant même d'arriver à 60 ans, t'as plus de 6 millions d'euros de patrimoine. Ça, c'était mon calcul. Voilà. Sur le papier, c'était comme ça. Et je me suis dit, mais pourquoi personne ne fait ça? Mais c'est génial. Et là, tout dérape. Les raisons précédentes que je vous ai expliquées dans l'autre vidéo. Et je vais rajouter d'autres raisons. C'est que tu dois faire face à beaucoup plus de complexité que ce que tu pensais. Évidemment, il y a un pourcentage énorme d'affaires qui se plantent. Et en pensant que le fait de racheter une entreprise ancienne va éviter de te planter, j'ai pas vraiment de chiffres là-dessus, mais j'ai un doute quand même. Parce que tu vas être souvent sur un rachat de fonds de commerce, et là, donc, c'est bien intégré dans les statistiques de création d'entreprise. Même si tu rachètes déjà une enseigne avec du stock, tu touches à rien, mais sauf que l'entreprise est créée à ton nom. Donc c'est bien une création d'entreprise, et tu es intégré dans les 95% d'entreprises TPE qui ne grossiront jamais, et dont la moitié ne dépasse pas 5 ans de durée de vie. Et je vais ajouter une chose, c'est qu'il vaut mieux, il n'y a rien de mieux que de planter sa première entreprise, parce qu'il vaut mieux planter la première que d'en construire exactement comme j'ai dit 3, 4, 5, arriver avec peut-être plus d'1 million de patrimoine à 60 ans, tout mettre all-in dans sa dernière entreprise et se planter. Parce que j'ai rencontré un couple comme ça, à qui c'était arrivé. Donc c'était un couple qui avait, je dirais, 55 ans, un truc comme ça, pas encore la soixantaine. Et ils ont fait plusieurs commerces, ils en ont planté quelques-uns, mais ils sont quand même arrivés à 400 000 euros de patrimoine. Et ils ont lancé leur dernier commerce à 55 balais. Un beau restaurant. Et là, ils ouvrent et il y a 2 clients. Et 2 semaines passent et puis il y a 3 clients. Et puis 1 mois et demi passe, ils ont viré le cuisinier. Et ils espèrent tenir, et puis il y a 4 clients. Et voilà, comme ça, pendant 5-6 mois. Et donc, il s'est passé ce qui devait se passer, et clé sous la porte. Et là, c'est quand même violent. C'est que tu as passé ta vie à mettre l'intégralité de ton patrimoine dans ton commerce, et tu perds tout ton patrimoine juste avant de devenir retraité. Donc il vaut mieux planter ses affaires en début de vie qu'en fin de vie où tu as été commerçant toute ta vie, tu as fait exactement le calcul stratégique dont je te parlais, tu as réinjecté ta dernière entreprise dans une nouvelle, et ainsi de suite, 3 fois, 4 fois, 5 fois pour faire des culbutes. Tu arrives à ta dernière boîte à 60 ans, en fait tu ne le sais pas encore, mais tu as juste eu beaucoup de chance, donc tu as réussi 3 ou 4 belles entreprises, et tu penses que c'est normal, que c'est parce que tu es bon, tu es fort, tu es intelligent. Donc tu es pris par ego, tu lances peut-être pas que 100%, mais même 80% de ton patrimoine dans ta dernière boîte, tu refais un levier de crédit bancaire, ou pas, mais peu importe, et tu te plantes, et tu perds tout. Et si tu as un levier, tu perds plus que tout, parce qu'ils vont venir te saisir. Parce que là aussi, il faut le dire, une SARL, elle est censée se limiter à ton apport, mais c'est pas vrai. Parce qu'à partir du moment où tu fais un crédit bancaire, c'est une loi, le banquier te donne caution personnelle, donc il contourne la responsabilité limitée de ton entreprise, et il viendra te saisir, quand même, malgré tout. Donc c'est du foutage de gueule, ces histoires de responsabilité limitée. En vrai, tu finis toujours par être saisi d'une manière ou d'une autre. Donc il vaut mieux planter sa boîte en début de carrière qu'en fin de carrière, et ça m'a fait de la peine. Je me suis retrouvé avec... En fait, j'ai retrouvé la nana du couple qui avait lancé cette affaire, qui s'était plantée, dans une boulangerie, et elle était vendeuse. Donc à 55 ans, quand tu perds tes 400 000 euros de patrimoine que tu as mis toute une vie à bâtir, que tu es endetté auprès des banques, et que tu finis vendeuse dans une boulangerie, putain, la déprime, quoi. La déprime d'avoir bossé toute une vie. C'était des gens adorables, hein, donc je pense pas qu'ils ont péché par ego, ils se sont plantés, quoi. Mais je pense que ça pend au nez de beaucoup de gens d'avoir réussi 3 belles boîtes, et là, ils lancent leur dernière boîte à 50 ans, et ils se plantent à 55 ans, 60 ans,
et ils perdent tout le patrimoine de tout leur commerce, de toute leur vie. Ça leur pend au nez à beaucoup, quoi. Donc ça m'a servi de leçon, et je me suis dit, jamais je veux vivre un truc pareil, quoi. Donc la deuxième raison, tu veux racheter toi un commerce en disant il va y avoir une passation de clientèle. C'est ce qui est prévu souvent dans les contrats, c'est que l'ancien dirigeant t'accompagne pour te présenter aux clients, etc. T'expliquer comment ça fonctionne et tout, te rassurer, quoi. Il est avec toi pendant quelques jours, quelques semaines. Et ça se passe jamais comme ça. Enfin, moi, 2 fois de suite, ceux qui m'ont vendu se sont cassés, ils m'ont planté comme une merde, ils m'ont rien expliqué du tout. Et ça s'est passé mal 2 fois de suite avec les commerçants qui vendaient, quoi. Donc, j'ai oublié l'histoire de ce type à qui j'avais parlé sur un forum. On s'était rencontrés, on avait bu un verre ensemble, on n'était pas de la même région. Et lui, il avait lancé une entreprise à son compte, il était taxi à son compte. Et pareil, il rachète un fonds, donc c'est les licences de taxi. T'es censé faire suivre le numéro de téléphone et la clientèle. Sauf que le type avait vendu sa licence de taxi d'un côté et sa clientèle de l'autre. Sans lui dire évidemment. Et donc, en fait, il s'est retrouvé du jour au lendemain avec un téléphone qui ne sonne pas. Et donc, aucun client. En fait, il avait acheté un truc très cher, il n'y avait aucun client. Et alors, vous savez, les taxis, il y a les taxis des villes et les taxis de campagne, c'est pas pareil. Et à la campagne, souvent, il n'y a pas de gare, et puis même si t'attends au centre-ville, il se passera rien du tout. C'est un village, quoi. Il y a personne. Et donc, le type a déposé le bilan en quelques jours, quelques semaines, et il s'est passé que ensuite, il faut attaquer au tribunal, ça prend des années. Entre-temps, le mec qui lui avait vendu est mort. Et il y avait encore d'autres entourloupes. Les enfants qui avaient hérité s'étaient mis insolvables ou je sais pas quoi. C'était un truc qui a duré. J'ai perdu contact avec ce gars depuis, mais au bout de 4-5 ans, l'affaire n'était toujours pas résolue. Et j'ai rencontré pareil un deuxième gars qui avait eu je vous passe les détails, mais c'était le même genre d'affaire. C'était même pire parce que le mec qui lui a vendu voulait une partie en cash, ce qui évidemment est illégal. Et alors par contre c'était pas con, pour qu'il accepte de vendre en cash, l'acheteur, donc celui que je connaissais, lui avait demandé une reconnaissance de dette. Mais bon, faut vraiment être con parce que du coup le gars lui a signé une reconnaissance de dette comme quoi il avait vendu sa société en cash. Donc il se retrouve au tribunal et lui il a sorti le papier au tribunal, mais regardez le vrai prix que j'ai payé, et en plus il a fraudé les impôts. Donc là, je pense, j'ai perdu contact aussi, mais je pense qu'il avait gagné au tribunal. Enfin bref, mais c'est des affaires de fou, hein, des affaires de fou, quoi. C'est sans fin comme truc. Et ça te prend encore du temps, de l'énergie. Quand tu lances une boîte, t'es stressé, t'as plein de trucs à payer, t'as franchement autre chose dans la tête que des affaires de tribunal et de pognon. Et surtout qu'entre-temps, donc le deuxième dont je parlais, c'est pareil. En fait, il s'était retrouvé sans client, on avait essayé de lui tirer de la clientèle, enfin c'est un enfer le truc. Il y a la théorie et puis il y a la pratique. Et il faut savoir aussi d'autres choses, c'est que la clientèle dans un petit commerce, elle est très rarement fidèle. Pourquoi ? Parce que ton commerce, il est connu à travers le patron. Et quand le patron change, les clients s'en vont. Parce que si ton commerce est tout petit, tout le monde connaît le patron et établit un lien d'amitié avec lui. T'as des partenaires commerciaux, t'as tout un tas de gens, ils connaissent le patron. Surtout quand il est en place depuis 20 ans, 30 ans, le gars. Le gars, c'est son bijou. Il a créé son commerce, il l'a pas revendu, des fois il l'a tenu pendant des années. Donc les gens le connaissent très bien. Donc toi, tu vas payer un chiffre d'affaires prévu qui sera pas au rendez-vous. Parce que le chiffre d'affaires était valorisé sur les anciens qui ont été établis, mais tu ne reverras jamais des chiffres pareils. Parce que ce sont des chiffres qui reposent sur l'amitié entre les clients, entre les partenaires et l'ancien patron. Et ce que tu as payé, ça vaut 0. Tu as ça pour les youtubeurs, des youtubeurs qui essaient de revendre leur chaîne YouTube de coaching, je sais pas quoi truc. En réalité, ça vaut 0. Les mecs ferment la chaîne, la revendent et en réouvrent une autre. Tous les clients suivent la nouvelle chaîne YouTube et l'ancienne chaîne YouTube. Les mecs qui rachètent se plantent et ils ont acheté un truc, je sais pas combien de milliers d'euros, et ça vaut 0. Parce que le changement de visage, les gens n'en veulent pas, ça vaut 0. Et malheureusement, c'est la même chose pour des petits commerces. Donc, quand tu commences à avoir une affaire
où tu as, je sais pas, 5, 6, 7 employés, à partir de là, souvent, les gens ne connaissent pas le patron. Donc ça peut tenir. Mais quand tu es tout seul, j'en parle même pas, mais quand tu as un ou deux ou trois employés, souvent il y a des liens établis avec le patron. Si le patron change, tu as de fortes chances de perdre quasi tout le monde. Tu vois, il y a des liens de connexion dans le cerveau que j'ai découvert vraiment à ce moment-là. Je te présente mon exemple personnel. Quand j'ai aménagé dans cette ville, j'ai été à Leclerc parce que c'était un magasin qui était proche de chez moi. Et puis ça, j'y étais deux, trois fois, et puis ça m'a cassé les bonbons parce que il y avait des travaux, c'était le bordel, et j'ai fini par aller à Carrefour qui était un magasin beaucoup plus éloigné. Enfin, pas énormément, mais quand même beaucoup plus. Et je suis allé à Carrefour pendant 6 ans. Pendant 6 ans. Et là, bah, tu vois, il y a quelques semaines, je suis retourné à Leclerc, qui est quand même plus proche, qui est censé être moins cher, on va faire de la pub. C'est soi-disant de la pub. Et en fait, je me suis aperçu que c'était tout propre, tout moderne, vu que les travaux étaient finis, tout neuf. Et je vais commencer à réétablir mes habitudes à Leclerc. Et c'est ce qui se passe quand tu ouvres un commerce. Tu peux en plus avoir des travaux. Alors, quand c'est pas les travaux de la mairie, parce que j'y ai eu droit aussi, t'as des échafaudages au-dessus de ton commerce, t'as des tractopelles devant, t'as le trottoir explosé, donc t'as plus personne, tu restes avec des barrières dans tous les sens, on te voit plus, t'es camouflé. Et toi-même, quand tu ouvres un commerce, tu as des travaux, tu as des autorisations de mairie, tu dois attendre plusieurs jours, plusieurs semaines pour ouvrir parce que tu n'as pas les autorisations. Tu dois quelquefois, je sais pas, changer l'enseigne ou repeindre, faire un peu de rafraîchissement. Tout ça, ça prend plusieurs semaines durant lesquelles tes rideaux sont fermés. Et il se passe un truc, exactement comme ça s'est passé pour moi avec Leclerc. Il y a un court-circuit dans le cerveau des clients. C'est que les gens ont leurs habitudes, ils aiment pas qu'on dérange leurs habitudes. Si le mec, il vient manger tous les lundis à ton bistrot, il vient prendre le café à ta terrasse tous les mercredis, ou boire sa bière le samedi soir, ou ou que c'est une bonne femme qui a l'habitude à chaque période de solde de venir dans ce magasin-là, il se passe toujours un truc, c'est que ah putain c'est fermé. Au mieux ils vont revenir deux trois fois, tu vois, tu dans la même semaine, ah c'est fermé. Et c'est foutu. Et c'est des gens qui vont peut-être revenir encore une dernière fois quelques semaines après ton ouverture et tu les reverras plus jamais. Parce qu'il y a ils ont disjoncté le cerveau. Il s'est passé un truc, c'est qu'ils se sont dit, il y a d'autres commerces ailleurs qui sont ouverts. À partir du moment où cette pensée elle est entrée dans leur tête, ils se mettent de nouveau à tout recomparer, comme si c'était une nouvelle ville pour eux, et ils se mettent à partir ailleurs et à prendre des nouvelles habitudes, exactement comme ça m'est arrivé. Donc il y a ce truc-là qui est très intéressant, qui est un comportement humain, et ça te fait perdre beaucoup de clients. Tes clients, ils ont un pilote automatique dans le cerveau qui va les driver pendant des années. Et ce pilote automatique, si tu le fais dérailler pendant quelques jours parce que t'es fermé, tu peux ne plus jamais les revoir, quoi. De même manière, ah, Madame Gisèle, elle a vendu. Ah, c'est vous le nouveau. Ah, d'accord. Ah, bah vous avez l'air sympathique aussi. Bon, bah je reviens la semaine prochaine. Puis ils reviennent une fois ou deux. Puis après, bon, bah Madame Gisèle, elle est plus là, hein. De toute façon, c'est fini, hein. Donc, bon, bah on va aller. Tiens, il y a un autre bar là-bas qui était pas mal. Donc, ils vont revenir une fois ou deux. Puis après, ils vont se dire, bon, bah de toute façon, c'est fini. Gisèle, c'était la belle période. Gisèle, elle est plus là. Donc je vais aller acheter mes nouveaux meubles au magasin là-bas qui est super moderne et je viendrai plus dans ton magasin de meubles parce que moi j'aimais bien Madame Gisèle, tu vois. C'est comme ça. Donc les travaux publics, les travaux privés, les autorisations et les changements de visage font perdre énormément de clients. Dernière raison, qui est propre au commerce physique pour le coup évidemment, mais même si tu veux, une entreprise de service qui est avec des clients physiques, enfin sous-entendu un plombier, un électricien, des choses comme ça, tu vas avoir le même problème, c'est que tu es bloqué. Et donc cette raison, c'est justement le fait d'être le manque de liberté. Parce qu'il faut le dire, je l'ai vécu d'ailleurs, le Covid de l'intérieur aussi, et ça a été un tournant majeur où je me dis, c'est comme la guerre en Ukraine, si le pays devient fou du jour au lendemain, si on te dit, bah voilà, faut que tu partes en guerre, tu peux pas prendre tes affaires et te casser. Et ça pose un gros problème, quoi. Donc, t'as l'armée qui débarque chez toi, qui dit, bon, bah maintenant, tu viens avec nous, allez, t'es saisi, t'es mobilisé, tu vas en guerre. Et tu peux pas dire comme un patron, tu lui dis rien, le patron, tu te casses, tu le plaques, t'en as rien à foutre, t'es protégé, tu t'en fous quand t'es salarié. Tu le plaques, tu pars à l'autre bout du monde. Donc, je pense pas qu'il ait eu au prud'homme pour ça, tu vois. Il y aura eu d'autres choses entre-temps. Donc, et puis lui-même, il sera mobilisé par la guerre. Donc,
un commerce, vous êtes bloqué par un énorme boulet, en fait. En plus, vous pouvez avoir des employés, donc vous avez des responsabilités. Donc vous pouvez pas simplement prendre votre valise et vous casser. Vous avez un loyer tous les mois, je précise aussi ça, parce qu'on peut pas résilier un bail commercial. C'est pas comme un particulier, t'as une durée d'engagement de 3, 6, 9 ans. Donc si demain tu veux te casser, ou que tu as des problèmes financiers, que tu veux arrêter ton commerce parce que tu n'arrives pas à t'en sortir, soit tu pars en redressement ou en liquidation judiciaire, soit tu dois lui payer 3 ans de loyer. Parce que tu peux pas arrêter du jour au lendemain de lui payer des loyers. Donc ça crée des obligations, si tu veux, envers le propriétaire. Donc ça aussi, c'est un peu compliqué. Et tu peux pas planter les banques. Leur dire, bon, bah j'arrête le commerce, je ferme. Bah oui, mais monsieur, vous avez fait un prêt bancaire, faut le rembourser. Ah bah je le rembourserai plus tard, tu vois. Bah non, c'est maintenant. Parce que le commerce est nanti, donc les banques sont propriétaires de ton commerce. Donc il faut le revendre, monsieur. Ah bah je peux pas le revendre. Ah bah on va le saisir, mais on va le saisir, on va le revendre pour vous, à 3 euros. Donc tu peux pas tout planter et te casser. C'est ce que les gens disent, ils comprennent rien. Ça, les mecs, ils te disent, ah mais si ça marche pas, t'arrêtes. Tu dis, mais tu peux pas arrêter. Bah t'arrêtes, tu fermes. Tu clôtures l'entreprise à la CCI. Mais non, tu peux pas. Tu ne peux arrêter ton commerce que si tu le revends. Donc, tant que tu n'as pas d'acheteur, c'est comme une maison, c'est comme l'immobilier. Tu ne peux pas arrêter. Donc, soit ça ira jusqu'à la liquidation judiciaire complète, où tu perds tout, et tu perds le contrôle de ce qui se passe par la suite, et soit tu dois retrouver un acheteur. Tant que tu n'as pas d'acheteur, tu es bloqué, et ça peut durer 6 mois, 1 an, 2 ans. Ça peut durer longtemps, hein. Il y avait puis ça dépend du prix que tu mets en plus. Si t'es pas prêt à baisser le prix, c'est comme l'immobilier. Il y a un commerçant, ça fait 5 ans qu'il vendait, quoi, tu vois. Le mec, il avait plus de 60 ans, il partait pas à la retraite, quoi. Donc c'est ça, quoi. Et tu peux bien te casser à l'étranger, mais tu reviendras toujours. Tu reviendras toujours en France pour la famille, pour des raisons administratives, le passeport, je ne sais quoi. Et ils te retrouveront toujours. Et donc le jour où tu reviens, eh ben, tu auras une montagne de dettes auprès de l'URSSAF, auprès des banques, auprès des employés que t'as pas payés. Enfin, non, remarque, il y a un fonds d'État, je crois, qui les paye. Mais tu auras les tribunaux, je pense, quand même, sur le dos. Tu auras des pénalités de retard de partout. Tu ne peux pas planter ton commerce. C'est pas possible. Je vous donne un exemple. L'indépendance d'Algérie, qui est quand même aussi un tournant majeur, tu vois. Peu de gens le savent aussi, mais tu avais des Français, donc de souche, entre guillemets, commerçants en Algérie. Quand il y a eu l'indépendance d'Algérie, les types avaient envie, tu vois, de prendre leur valise et de se casser, parce que c'est ce qui s'est passé. Tous les pieds noirs sont rentrés en France, et ils ont presque tout perdu là-bas, mais t'as encore plein de commerçants qui sont restés là-bas, et qui refusaient de partir, parce qu'ils avaient le travail de toute une vie. Et les mecs, ils y étaient pour rien, tu vois, et je veux dire, ils avaient bâti leur commerce là-bas. C'est comme si demain, la Réunion prend son indépendance, tu vois, je veux dire, enfin peut-être pas la Réunion, ou la Calédonie, ou je sais pas quoi, et qui chassaient les Blancs, parce que là, ils se faisaient tirer dessus. Les commerçants là-bas, ils se faisaient tirer dessus, enfin, les Blancs. Et quand tu es un des derniers Français encore en place dans un pays qui vient de prendre son indépendance, qui déteste les Français, et que tu te fais tirer dessus quand tu vas ouvrir ton commerce tous les matins, c'est une ambiance bizarre, hein, et que tu dois revendre ton commerce, parce que tu as 60 balais, et que tu as bossé toute ta vie dans ton commerce, et que tu n'as pas de retraite. La retraite d'un commerçant, c'est 500 balles par mois. Donc, tout le monde le sait, la retraite d'un commerçant, c'est son fonds de commerce. Si son fonds de commerce a 150 000 euros, 200 000, 400 000 euros, du jour au lendemain, le pays est devenu indépendant, son fonds de commerce, il vaut plus rien. T'imagines et essaie de revendre. T'es le dernier blanc dans le pays, au milieu des Algériens. Ils te disent, je te propose 3 euros ou alors on te tire une balle. Et alors le mec qui est têtu, il est prêt à ce qu'on lui tire une balle pour être payé 30 000 euros, 50 000 euros. Et pas laisser son commerce qui valait 400 000 à 3 euros. Et il en tirera 50 000. Mais tu vois, mais il veut pas 0 euros. Parce que lui aussi, il a des dettes. Lui aussi, il a des charges à payer, il a des trucs. Donc, c'est un boulet au pied immense, un commerce. Quand le pays se met à partir en sucette, tu ne peux pas partir tant que t'as pas vendu. Et t'es dans une merde noire. C'est impressionnant. En fait, le truc de l'indépendance d'Algérie, ça fait penser aux aristocrates. Où, en fait, les gars, ils étaient... Je pense que t'en as beaucoup qui sont morts par honneur, par fierté, parce que t'étais aristocrate en France à la Révolution, tu pouvais te casser en Angleterre,
et rester sain et sauf. Alors, le problème, c'est que tu perdais tout ton patrimoine. Mais je pense que tu en as plein qui se sont dit, je ne vais pas perdre un château familial qui est dans la famille depuis des siècles, de père en fils, et tout perdre, et recommencer à zéro en Angleterre avec les mains dans les poches. Surtout des mecs qui avaient 60 ans, encore une fois, j'insiste sur les gens d'un certain âge. Quand t'as 20 ans, t'essaies de te refaire. Mais les mecs, ils avaient plus rien à perdre. Ils se sont dit, bah, butez-moi, décapitez-moi la tête dans mon château, mais je vais faire quoi du restant de ma vie, quoi. Et en fait, ils étaient à un stade où ils ne pouvaient pas se permettre de tout perdre. Donc le manque de liquidité, de solvabilité de ton patrimoine est crucial aussi. Avoir quelque chose où tu peux te désengager très rapidement et te casser à l'autre bout du monde, c'est quand même une vraie liberté. Sinon, tu te retrouves avec un machin que tu t'accroches au cou et c'est jusqu'à la mort. Et ça peut être vraiment comme ça. Voilà, j'espère avoir pas trop plombé l'ambiance. Et je donnerai ma solution, mon idée, ce que je mets en pratique aujourd'hui. Mais il n'y a pas de secret, on ne devient pas millionnaire en 6 mois, quoi. Donc, contrairement à YouTube. Parce qu'eux, ils ont des trucs à vendre, c'est pour ça. Mais je pense qu'il y a des possibilités et qui sont plus mobiles, plus intéressantes. Mais lancer une boîte en France, je pense pas que ça vaille la peine. Et lancer un commerce, non plus. Voilà, on en reparlera. À bientôt, ciao.